Et on va aller plus loin avec notre invitée dans cet entretien, Sophie Primas. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Sénatrice LR des Yvelines, présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat. Tout va bien, tout est réglé, nous a dit Gérard Larcher ce matin. Est-ce que tout va bien, est-ce que tout est réglé pour vous, Sophie Primas? Écoutez, tout va mieux, en tout cas, puisque nous sommes quittés samedi matin sur un énervement généralisé, dans un contexte où les Gilets jaunes étaient en bas de la rue de Tournon, en face du Sénat, où on voyait sur BFM, enfin, j'ai votre confrère, des images, pardon. Sur les chaînes d'infos en général. Sur les chaînes d'infos en général, des images assez difficiles à regarder des Champs-Élysées, des émeutes qu'il y avait. Donc oui, ça va mieux, mais nous attendons la suite, c'est-à-dire nous attendons que le gouvernement aille dans le sens de ce que le Premier ministre a exposé dans son courrier, qui était quand même un courrier d'apaisement. Oui, justement, il y a eu ce courrier d'Édouard Philippe qu'on a senti peut-être un peu embarrassé par cette situation, mais Gérald Darmanin, lui, n'a pas retiré son tweet. Qu'est-ce que vous y voyez? Est-ce qu'il y a une hostilité particulière de la part de Gérald Darmanin? Comment vous interprétez cette situation? Je pense que Gérald Darmanin n'est pas homme à revenir sur ce qu'il a dit. Ce n'est pas son style de s'excuser ou de revenir en arrière. Moi, j'aurais plusieurs questions à poser au gouvernement. Un, est-ce qu'il est d'accord avec l'attitude de Gérald Darmanin, qui, sans être au Sénat, se permet de mettre des tweets qui ne reflètent pas du tout la réalité de ce qui est discuté. Et puis, deuxièmement, est-ce que surtout le gouvernement est prêt à nous accompagner devant ce qu'on demande, c'est-à-dire une amélioration des conditions d'exercice, particulièrement des maires dans les communes de petite taille. Il se dit tout de même qu'Édouard Philippe a été embarrassé par cette affaire. Vous l'avez senti, vous l'avez su, vous l'avez vu? Ce n'est pas le même style d'expression entre Gérald Darmanin et le Premier ministre. Voilà, après, je ne suis pas dans leur configuration, mais qu'ils soient embarrassés, je pense, en réalité, parce que ce n'est pas du tout comme ça qu'ils fonctionnent. Ce n'est pas non plus comme ça que fonctionne, me semble-t-il, le tout nouveau ministre des Relations avec le gouvernement, qui, pendant la conférence des présidents, était embarrassé par cette situation. Avec le Parlement, vous voulez dire, Marc Fesneau. Oui. Ce n'est pas le premier incident entre l'exécutif et le Sénat. Est-ce que celui-ci marque un tournant, ou est-ce qu'il entérine le fait que les relations ne sont décidément pas... Les relations parfaites. sont très difficiles. Les relations sont très difficiles depuis le début du mandat. Il y a plein d'incompréhensions, une volonté de ne pas prendre en compte ce que la voix des territoires qu'est le Sénat exprime, une méconnaissance aussi, je pense, du mode de fonctionnement du Sénat. Vous savez que nous sommes dans une chambre qui est moins une chambre de pulsion politique que l'Assemblée nationale. C'est, j'allais dire, par son mode d'élection, par sa constitution, c'est tout à fait net. Nous sommes dans un objectif systématiquement de co-construction, quelle que soit, j'allais dire, la majorité. Bien sûr, il y a des choses qui nous opposent, on a des convictions parfois différentes. On discute ensemble, on peut s'opposer des arguments, mais on est toujours dans une logique de co-construction. Et ça, je pense que le gouvernement a vraiment du mal. Il y a eu un contre-exemple, dont j'ai été d'ailleurs acteur, qui a été la loi Elan, avec Jacques Mézard, forcément qui était issu de nos rangs, Julien de Normandie, qui a tout à fait accentué le dialogue avec le Sénat. Et nous avons réussi d'ailleurs à avoir une commission mixte paritaire. Donc voilà un bon exemple de co-construction, mauvais exemple, ce qui se passe aujourd'hui avec le budget. Vous diriez qu'il y a un mépris particulier de cet exécutif pour les élus en général d'ailleurs, pas seulement pour les sénateurs, et incarné peut-être par Gérald Darmanin? Les élus sont, pour le gouvernement, font partie de ces fameux corps intermédiaires dont ils veulent se débarrasser. Or, je crois que ce gouvernement n'a pas compris ou ne traduit pas dans les actes le fait que les élus territoriaux, les élus au Sénat, mais les élus aussi à l'Assemblée nationale, sont un filet de protection de la société et sont un filet en fait pour tenir la société. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Défiance vis-à-vis des élus, on ne veut plus de syndicats, on ne veut plus de corps intermédiaires, on ne veut plus ceci, on ne veut plus cela. Du coup, ça part dans tous les sens, parce que plus personne n'est représenté, en réalité, dans ces revendications. Le gouvernement a tendance à voir le Sénat comme une opposition presque politicienne à l'exécutif. Et je prends l'exemple, peut-être d'ailleurs qui n'a pas plu à Gérald Darmanin, lorsque le Sénat a mis en évidence le transfert des 577 millions d'euros vers le budget général, au lieu d'un transfert vers le budget de l'écologie. Ça fait partie des petits incidents qui font qu'eux se disent, au Sénat, ils sont contre nous. Non, je pense que le Sénat n'est pas contre le gouvernement de façon systématique. Je le redis, moi j'ai fait la loi Elan, on a trouvé un accord sur la loi Elan. Pourtant, il y avait un grand nombre d'articles, il y avait plein de raisons de se fâcher, mais pourtant, on a trouvé un consensus qui ne vaut pas blanc-seing sur la politique du logement d'ailleurs du gouvernement. Je pense qu'on s'exprimera pendant le budget à ce sujet. Mais je pense que Gérald Darmanin ne tire pas profit de ce qu'il pourrait avoir au Sénat et de ce qu'il pourrait co-construire au Sénat, en particulier sur le budget.
Donc pas de réaction disproportionnée de la part du Sénat qui, je le répète, a suspendu l'examen du budget. Et on sait que certains internautes sur Twitter ont fait part d'une forme d'agacement en disant ils sont gonflés d'arrêter d'examiner le budget. Est-ce qu'il n'y a pas eu de réaction disproportionnée face à ce Non, je crois que c'est vraiment une réaction inhabituelle, on va dire, de la part du Sénat. Je crois qu'il y a des sénateurs qui sont là depuis quelques années qui n'avaient jamais vu ça. Moi, je suis là depuis 2011, je n'avais jamais vu cette situation. C'est un signal fort parce qu'on ne peut pas dire le jeudi au Congrès des maires, on renoue le dialogue, dans l'apaisement, on va co-construire, etc. Et puis arriver dans une situation de provocation qui a été celle de vendredi soir de la part de Gérald Darmanin, où sans être dans l'hémicycle, sans savoir les discussions, sans savoir le contenu de nos échanges, fait un tweet pour assassiner le Sénat. Ce n'est pas des façons de faire et c'est en tout cas pas ce qu'on aime au Sénat. Sur la question des Gilets jaunes, on attend le discours d'Emmanuel Macron demain matin. Vous en attendez beaucoup d'ailleurs ? Alors écoutez, vous n'avez pas beaucoup d'attentes. On est très interrogatif parce que si c'est pour nous annoncer la création du Haut Conseil au climat, je ne comprends pas à quoi va servir cette chose. Donc peut-être je vais découvrir de nouvelles fonctionnalités. Il existe aujourd'hui un comité national de la transition énergétique. Vous allez sur le site d'ailleurs du gouvernement et vous trouvez que c'est exactement la fonction qu'il annonce pour le Haut Conseil au climat. Donc je ne comprends pas ce machin de plus. Peut-être je comprendrai demain. En tout cas, aujourd'hui, je ne comprends pas. La réponse aujourd'hui qu'on a de notre secrétaire d'État qui défend le budget sur l'énergie cet après-midi au Sénat nous laisse penser qu'il n'y aura pas les mesures fiscales qui sont attendues ni par le Sénat, ni par les Gilets jaunes, ni par l'ensemble des Français. Donc, pas de mesures fiscales, la création d'un haut conseil qui servira à je ne sais pas quoi. Bon, j'attends d'être surprise. J'y serai en tout cas et j'attends d'être surprise. Vous craignez que ce soit de la communication, qu'il n'y ait pas de gestes concrets, que ça manque de concret? Je ne veux pas faire de procès d'intention. Je suis extrêmement sceptique, mais j'attends de voir. Je ne veux pas faire de procès d'intention. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il va a priori mieux intégrer les corps intermédiaires, mieux intégrer les citoyens dans une forme de consultation. Ça peut faire partie d'attentes de votre part. La Commission nationale de transition énergétique comporte des élus, des ONG, comporte des non-gouvernementaux, des organisations non-gouvernementales. Dans ce que j'ai vu des prémices du Haut Conseil au climat, par exemple, il n'y a pas d'élus. Donc je ne sais pas si on considère que les élus sont des corps intermédiaires ou pas. Mais encore une fois, ce sont des gens qui sont sur le territoire, en même temps en train de légiférer. On verra, pas de procès d'intention, mais j'espère que... Le Sénat, en tout cas, a été concret cet après-midi. Il a voté le gel de la hausse sur la taxe des carburants. Oui, c'est ça que vous attendez, en fait, de la part du gouvernement? C'est ça qu'on attend. Je crois que c'est ça ce que les Français attendent de la part du gouvernement. Et j'attends le résultat de quelques amendements là qui, de nouveau, seront concrets. On a des amendements également pour rétablir les exonérations sur l'installation de fenêtres, double vitrage, etc. Des choses, d'ailleurs, qu'on avait soulevées auprès de Nicolas Hulot en son temps, lorsqu'il avait passé la loi sur la fin d'exploration du pétrole et des hydrocarbures en France. On lui avait dit, OK, mais c'est en 2040, nous on veut des trucs là maintenant qui baissent la consommation en énergie, sur la rénovation thermique. Et voilà, c'est ça qu'on essaye de faire ici au Sénat, c'est d'être extrêmement concret. Et du court terme. Merci en tout cas Sophie Primas d'avoir été notre invitée ce soir, sénatrice LR des Yvelines et présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat. Merci beaucoup.